Radio J, il est 21h, c'est votre émission Enfants d'Abraham, numéro 5, Michel Zerbib au micro. Enfants d'Abraham, c'est le débat direct, sans tabou, mais avec la courtoisie et la bienveillance qui sied à des enfants d'Abraham de cœur d'origine de pensée en toute liberté. C'est sur Radio J, bien sûr, 94.8 FM, et partout dans le monde sur radioj.fr. Vous pourrez d'ailleurs commenter et voter sur notre débat. Car ce soir, le débat d'idées est d'importance. C'est sans doute celui qui a présidé à la création, jadis, de Radio J au début des années 80, la couverture des médias français sur le Proche-Orient et sur Israël. Est-il objectif, équitable, honnête ? Les partis pris politiques, idéologiques ou même religieux sont-ils trop prégnants lorsqu'il s'agit de parler d'Israël, des Juifs ou encore de la cause palestinienne? Est-elle encore trop partielle, cette information ? Se peut-il aujourd'hui que des journalistes qui entendaient parler d'Israël et du Maroc soient sanctionnés comme ils l'affirment ? Ils sont d'ailleurs nos invités ce soir et nous avons, je le dis d'emblée, invité les dirigeants de Beurre FM, la radio dont il s'agit, qui ont décliné finalement notre invitation, qui n'ont pas souhaité venir au débat, mais nous y reviendrons. Ces questions aujourd'hui se posent, auxquelles se sont ajoutées depuis 20 ans l'information et la dénonciation nécessaire d'un antisémitisme violent dans lequel les citoyens juifs de notre pays se sont retrouvés longtemps, si longtemps seuls, et pour lequel Radio J a joué et joue encore, bien sûr, le rôle de lanceur d'alerte auprès des pouvoirs publics et des médias. Combien d'agressions ou même d'attentats se sont revendiqués de la vengeance dite légitime des enfants palestiniens? On se souvient de cette affaire qu'on évoquera tout à l'heure, Al-Doura, historique, dans les années 2000. À tout cela s'est ajouté un antisémitisme à tonalité islamiste qui s'est insinué dans la société française et dont nous avons évoqué les conséquences en termes d'attentats, d'attaques et d'agressions par dizaines de milliers depuis les années 2000. Et un constat, 10% de la population juive a quitté la France. Bien sûr, tout cela n'est pas lié dans les mains des médias et de la couverture, et les réseaux sociaux ont renforcé encore cette influence. Toujours est-il que nous allons essayer, cette soirée, avec un débat qui s'annonce extrêmement intéressant, de parler du traitement de l'information dans les médias sur Israël. Est-il équitable ? Vous êtes déjà à près 90% à répondre sur le sondage sur la page Twitter de Radio J, et nous allons y revenir, car il y a ce dont je parlais à l'instant, bien sûr, le rôle que jouent les médias, et puis il y a en effet, il y a celles et ceux qui utilisent leur rôle dans les médias pour faire œuvre citoyenne et tentent à leur place une information juste et honnête, ou entendent couvrir, comme on dit dans le jargon journalistique, une information positive. On parlera sans doute des accords d'Abraham. Et nous avons ici aussi la prétention, en tout état de cause, d'y participer. Alors je vous présente bien sûr nos invités dans cette soirée sur Radio J de débat, nos 3 enfants d'Israël. Bonsoir et bienvenue Rose Améziane. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice d'une agence d'insertion, mais ce soir vous êtes surtout, on peut le dire, l'ancienne animatrice de Beurre FM. Effectivement, l'actualité nous a poussé à effectivement quitter cette radio pour nos convictions d'abord, parce qu'il nous était impensable de continuer à travailler dans ces conditions. Effectivement, on a subi un certain nombre de sanctions qu'on sera amené à développer tout le long de l'émission. Absolument, on va en parler dans quelques instants. Bonsoir Malik Yetou. Bonsoir. Vous êtes le vice-président du mouvement Territoire avec justement chère Rose Améziane. Rose Améziane. Vous êtes en équipe, vous êtes une équipe de 2, on va le voir dans quelques instants. Vous êtes un ex-policier, un ex-élu aussi de la municipalité de Saint-Mandé. Et vous êtes donc Saint-Maurice. De Saint-Maurice, pardon. C'est pas le même Saint. Géographiquement, c'est presque ça. C'est à côté, c'est vrai. Vous êtes le collègue de l'émission Actu Autrement. Oui. Vous avez été menacé d'ailleurs depuis cette histoire. Oui, bien sûr. Oui. On vous a vu en photo à l'ambassade d'Israël. Oui, exactement. En un mot, depuis cette histoire, vous êtes menacé. Alors on n'est pas que menacé, on est aussi outragé. Il y a des intimidations qui se font, mais bon, on va dire que, d'après ce que j'ai compris, c'est un petit peu la coutume, c'est la tradition. Quand on prend une position, certains disent courageuse, ce que moi je trouve tout à fait normal, et qu'on va à l'encontre un petit peu de l'idée qu'on se fait de certains sujets, on se retrouve très vite mis sur le banc des accusés, et puis des fois ça va plus loin. Donc voilà.
Bonsoir Clément Velrénal. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes journaliste et vous allez apporter votre voix d'observateur fin depuis fort longtemps des médias, notamment sur leur couverture du Moyen-Orient. Un sujet, je crois, qui vous passionne depuis très longtemps. Qui me passionne, oui, qui m'intéresse, mais par la force des choses, parce que j'ai été amené à m'y pencher, parce que c'est mon métier et que à chaque fois que j'ai eu à m'intéresser à la couverture de l'actualité au Moyen-Orient, eh bien, même avec le regard le plus neutre et le plus objectif possible, eh bien, il m'est arrivé à de nombreuses reprises de tomber sur ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui des fake news. Et donc c'est un peu, je ne sais pas si je peux avoir le titre de spécialiste ou si simplement c'est un hobby, un passe-temps, mais on peut vous le décerner déjà, et on va s'en rendre compte durant cette émission. Comme d'autres collectionnent des petits insectes ou des papillons dans des boîtes en plastique, j'ai comme ça quelques raretés ou curiosités de la presse française qui sont des fake news, qui sont vraiment à chaque fois des cas d'espèces sur lesquels il est intéressant de se pencher. Mais on va d'abord parler d'emblée parce que tout le monde nous attend sur ce sujet, sur cet événement, sur cette affaire, on pourrait dire, l'affaire Beurre FM. Quand deux animateurs affirment avoir été sanctionnés, ils sont là, les deux animateurs de Beurre FM, pour avoir voulu parler d'Israël et du Maroc, et après avoir rencontré l'ambassadeur d'Israël. Alors, Rose Améziane, vraiment, c'est ça qui a déclenché cette affaire, qui a été d'ailleurs la première fois sortie vendredi dernier par nos confrères de Marianne et Martine Gozlan. Effectivement, comme on a eu à s'en expliquer auprès des journalistes qui ont pris la peine de nous interroger, on a été sanctionné pour avoir eu peut-être la naïveté d'organiser une émission qui nous semblait particulièrement pertinente et intéressante dans l'actualité qui concerne le Maghreb et plus largement le Moyen-Orient. Et puis la sanction, on ne fait pas que l'affirmer, on l'approuve également par un mail de la direction qui nous informe le jour de notre rencontre, 2 heures à peine après avoir rencontré le porte-parole et l'ambassadeur d'Israël. Alors certains de nos auditeurs ont sans doute vu votre photo sur les réseaux sociaux. Exactement. Vous posiez avec le chargé d'affaires de l'ambassade d'Israël, l'ambassadeur, en l'occurrence Daniel Saada. Exactement. Et vous pensez que c'est ça qui a mis le feu aux poudres? Je ne le pense pas, je l'affirme, et je suis même en mesure de le prouver, puisqu'on reçoit un mail 2 heures après, dont l'objet est tweet ambassade en majuscule, donc je pense que ça fait aucun doute sur la nature du mail. Là, on est à la fin du mois de décembre. On est le 23 décembre, le jour de notre rencontre à l'ambassade. Donc l'objet est tweet ambassade, en nous expliquant que nous avons mêlé la radio à l'ambassade d'Israël, ce qui serait visiblement un crime de lèse-majesté, et puis que notre émission, textuellement, ne sera pas renouvelée à la rentrée, et ce, pas avant un bon débrief de notre ligne éditoriale. Donc, clairement, la direction, par le biais de Jima Kitan, qui en est la présidente, nous sanctionne. Donc, suspend notre émission pendant plusieurs semaines, pas avant qu'on se rencontre pour discuter de cette ligne éditoriale qui serait contraire à inviter, ou en tout cas à rencontrer l'ambassadeur d'Israël pour parler d'un accord, encore une fois, pas pour prendre le thé, pour parler d'un accord entre le Maroc, exactement, de normalisation entre l'accord. Entre Rabat et Jérusalem. Alors, on reste sur cette affaire, il faut qu'on comprenne, bien sûr. Je rappelle à nos auditeurs que nous avons invité, bien sûr, la direction de Beurre FM, à la fois le président et la directrice, en l'occurrence Nasser Ketan et Gina Ketan, donc qui devaient venir, mais qui ne sont pas venus sur ce plateau, considérant qu'il fallait passer à autre chose. Alors on reste, nous, pas autre chose, on reste sur cette affaire quand même, Malik Etou, puisqu'il y a eu des accusations extrêmement fortes. Vous-même, vous avez déclaré que la direction de Beurre FM aurait cédé à un auditoire antisioniste et même antisémite. Vous faites une distinction, moi je ne la fais pas cette distinction, je dis simplement qu'aujourd'hui ceux qui se revendiquent d'être antisionistes sont souvent en fait des antisémites, mais ils essayent d'un petit peu de déguiser leur position en disant on est des antisionistes et pas des antisémites. Ils essayent de créer une différence entre les deux qui sont en réalité pas une différence, sérieusement, en tout cas de la manière dans laquelle ils le manifestent et comment ils s'expriment sur les réseaux sociaux. Vous dites pas que c'est la direction de Beurre FM qui est antisioniste? Non, je vais être très clair. Parce que c'est important, les mots sont importants. Je vais être très clair. Je fais juste un tout petit peu de chronologie
chronologie pour que les auditeurs et les auditrices puissent comprendre ce qui s'est passé. Le 14 décembre, le porte-parole de l'ambassade d'Israël prend contact avec nous pour une émission, d'accord, entre les rapprochements entre Israël et le Maroc sur un accord de paix. Voilà. Ça, c'est ce qui s'est passé. Il prend contact tant avec la direction qu'avec Malik Etou et moi-même. D'accord. Donc là, on est sur ce point-là. Le 23 décembre, donc Rosa Méziane, entre le 14 et le 23 décembre, elle prévient la direction qu'on a eu contact avec l'ambassade d'Israël et qui souhaite faire une émission autour de ce sujet, autour de l'accord de paix. La direction, donc la directrice Jima Ketan, oppose à Rosa Méziane un non catégorique et lui explique qu'elle ne veut pas recevoir l'ambassadeur d'Israël à Beurre FM. Voilà la position. Et comme nous répétez aujourd'hui, sur notre antenne, je vous l'affirme. On est très clair là-dessus. Exactement. Elle nous dit exactement, j'ai bien eu leur message, je ne les recontacterai pas, ça ne fait pas partie de ma ligne éditoriale, je ne traite pas l'actualité. Bon. Alors Beurre FM a quand même déclaré sur plusieurs supports, notamment dans le journal Marianne et sur d'autres antennes, que en fait, il s'agissait d'une ligne éditoriale que vous auriez dû vous concerter avec la direction générale. On va y venir, mais on va essayer de répondre après point par point à tous les mensonges qui ont été dits par la direction, mais on va essayer d'aller à l'essentiel, c'est ce qui est le plus important. Absolument. Donc on se rend à l'ambassade d'Israël. On se rend simplement à l'ambassade d'Israël et on va rencontrer l'ambassadeur ainsi que son porte-parole. Alors je ne vais pas vous faire un secret, mais vous savez, quand vous rencontrez l'ambassadeur et le porte-parole, vous n'avez pas votre téléphone sur vous, vous n'avez pas de moyen d'enregistrer, c'est une conversation qui est une simple rencontre pour discuter. On a simplement échangé avec l'ambassadeur d'Israël. Comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, il y a eu un tweet de l'ambassade. On prend une photo avec l'ambassadeur. Il y a un tweet disant « Nous avons rencontré Rosa Méziane, Malik Etou, nous avons échangé. » Voilà, on en est là. On repartage le tweet, nous on est très, très satisfaits de cet échange parce que ça a alimenté notre réflexion sur le sujet. 2h30 après, vous entendez ? 2h30 après, on reçoit un mail. Dans ce mail, il est spécifié très clairement que cette émission ne sera pas reconduite. D'accord ? Avant la rentrée. Donc là on est le 23 décembre. On a dû annuler une émission 2 jours après. Parce qu'on l'a rencontré le mercredi, l'émission était le vendredi qui suivait. On a dû annuler l'émission simplement parce qu'on a rencontré l'ambassadeur d'Israël et qu'on a discuté avec. Alors, la direction, elle est coincée, elle est dans une impasse, elle nous explique, mais oui, mais non, en fait, nous, on voulait envoyer un journaliste. Bah, très bien, dont acte. Mais alors, pourquoi ils l'ont pas fait ? Parce que ça a duré plus d'1 mois et demi. Et puis, je vais même aller plus loin. La teneur du mail pose question. Rosa Méziane. Si c'était juste une question de journaliste, si c'était juste une question, parce que visiblement, il semblerait qu'ils avaient déjà pris contact en parallèle. Très bien. Alors, la nature du mail aurait été... Attention, mes amis, vous avez rencontré l'ambassade d'Israël, nous sommes déjà en contact avec eux, on est en préparation d'une émission. Bon bah. Alors on a bien compris, mais je vais retirez-vous. reposer ma question parce que le sujet est extrêmement. Ce qui sous-tend cette affaire, c'est quand même la question de l'antisionisme, anti-Israël ou de l'antisémitisme. Vous dites que, encore une fois, je vous repose la question, vous dites que la direction de Beurre FM aurait cédé à une pression, en quelque sorte, d'une partie des auditeurs, plus ou moins grande. C'est ça que vous dites ? Bah vous appelez ça comment, quand on décide à un moment donné d'occulter un sujet majeur, notamment pour les auditeurs de Beurre FM, lorsqu'on décide que la ligne éditoriale ne devrait pas parler d'un sujet qui est hautement important, bah moi j'appelle ça effectivement de la discrimination à l'égard d'une nation, et je le dis ouvertement, ils ont cédé à un certain nombre de tweets parfois qu'on peut avoir, et ça nous est arrivé plusieurs fois, lorsque on avait des plateaux qui étaient très pluriels, avec des sensibilités totalement opposées. Il y avait un certain nombre de tweets où certains auditeurs râlaient, mais moi qui fais plusieurs médias, ça arrive souvent. On avait systématiquement une pression de la part de direction en nous disant bon bah là, essayez de ne pas trop inviter des personnes comme ça, ou telle personne vous l'invitez plus. On a commencé, vous savez, avec une carte blanche, on a fini avec un carton rouge, pour le dire tout à fait tranquillement. Et ça, c'est une véritable difficulté. Vous pouvez pas à un moment donné dire on vient vous chercher parce que vous représentez une nouvelle génération, parce que vous représentez une ouverture d'esprit, parce que justement vous êtes en capacité de débattre avec tous et avec tout le monde, et qu'aujourd'hui c'est ce que nous voulons sur notre plateau. Très bien, nous on a signé parce qu'on avait envie de faire cette émission. Et puis au fur et à mesure du temps, on sent que la directrice, pressionnée par un certain nombre de collaborateurs dans la direction, elle commence, mais de manière très maladroite, à me dire attention, bon peut-être pas, est-ce que tu penses que cette personne elle
apporte quelque chose. Toutes les personnes qui ont été sur notre plateau ont été systématiquement ravies des échanges. On a eu aucune polémique, aucun dérapage. Des gens totalement opposés, comme Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles, étaient capables de débattre très sereinement sur le terrorisme et l'islamisme. Oui, parce qu'on vous a reproché, en tous les cas, on a mentionné que vous étiez des animateurs et non pas des journalistes professionnels, et qu'apparemment sur Beurre FM, pour des sujets aussi importants que la relation avec Israël et le Maroc, ça aurait dû être fait par des journalistes. Alors, tout. Est-ce qu'on est assez... Alors, j'entends bien vous savez, cette hiérarchie qui a été faite entre animateur et journaliste, mais bon, c'est une technique très classique. Mais on a quand même reçu un ministre en fonction. On a quand même reçu des députés et des sénateurs. Alors là, on était assez bon pour recevoir des députés et des sénateurs. Même si vous n'étiez pas encarté, c'est ça. Encarté, comme on dit. Du point de vue journaliste. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr, pas de carte de presse. On a reçu donc un ministre en fonction, des sénateurs, des députés, des journalistes, des éditorialistes. Et on n'est pas capable de parler avec l'ambassade d'Israël ? Voilà. Bon, c'est le cœur du sujet, bien sûr, ce soir. Sur Radio J. Quelle condescendance de la part de Beurre FM de mépriser à ce point les gens qui pourraient être autodidactes et les gens qui pourraient maîtriser un métier ou acquérir des compétences en le réalisant. On a l'un et l'autre nos parcours professionnels qui jouent pour nous. On a un certain nombre de médias qu'on a réalisés l'un et l'autre. Et c'est pour ça qu'ils nous ont choisis. Donc il faudrait nous expliquer pourquoi ils nous ont choisis justement pour ces compétences et qu'aujourd'hui, ils tenteraient en tout cas de les minimiser. Alors, c'est assez important ce que vous nous dites ce soir. C'est important. Vous avez envie, j'imagine, que on vous soutienne. Je parle pas de Radio J, je parle de façon plus générale, bien sûr. Parce que pour vous, c'est un vrai problème dans la mesure où il est adossé à cette question de l'antisémitisme, de l'anti-israélisme. Est-ce que c'est quelque chose que vous découvrez aujourd'hui ? Non, c'est pas quelque chose qu'on découvre, on n'est pas des lapins de 6 semaines. Néanmoins, il y a deux choses qui nous chagrinent dans cette affaire. La première chose, c'est que on donne un écho à des mensonges alors qu'on est en mesure de les démonter point par point. Moi, quand on a un journaliste qui explique qu'il était en contact avec l'ambassade et que lorsque l'ambassadeur, ou en tout cas le porte-parole de l'ambassade d'Israël, est interrogé par tous les journalistes, Simon Seroussi, pour le citer, explique qu'il n'a eu aucun autre contact avec des personnes de Beurre FM. Enfin, faut être vraiment culotté pour venir dire au micro qu'ils étaient en contact avec l'ambassade et qu'ils étaient en préparation d'une émission. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, sur la temporalité. Parce que moi, je veux bien croire qu'ils étaient en préparation, mais alors elle va être fantastique, leur émission. Parce que lorsque vous avez un conflit armé entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, d'accord ? Le consul est interviewé en plein conflit armé. D'accord ? Ça, c'est au mois de décembre. Donc vous dites que Beurre FM n'est pas une radio comme elle se présente apolitique, c'est ça ? Faudrait m'expliquer comment, en plein conflit armé entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, on reçoit le consul immédiatement. En revanche, lorsqu'on a un accord entre le Maroc et Israël, il se passe plus d'un mois et demi sans que la Beurre FM ait contacté l'ambassade, sans qu'il y ait eu le moindre début d'émission. Et bien entendu, après l'article de Marial, on explique, écoutez, l'émission va se faire en février. Je sais pas, d'un côté, on traite l'actualité quasiment en temps réel, et puis de l'autre côté, on met près d'un mois et demi. Et moi, je suis désolé, les mensonges sont flagrants. Donc là, vous êtes toujours très remonté sur cette histoire. Écoutez, il faut dire pour nos auditeurs que votre émission n'existe plus. Vous avez été évincé. Alors, parce que justement, la direction de Beurre FM dit que vous n'avez pas été ni sanctionné, ni évincé. Vous attendiez à quoi ? Qu'ils allaient admettre tout ce qu'on est en train de dire avec des éléments que nous on a. En plus. Donc vous avez été sanctionné pour cette raison, pour l'affaire Israël-Maroc. Et évidemment, c'était la ligne rouge. Quand on suspend une émission, vous appelez ça comment ? Moi, j'appelle ça une sanction. Quand on explique que suite à une rencontre d'ambassade... C'est vrai que moi, j'ai lu les communiqués aussi, et pour avoir eu en ligne les dirigeants de Beurre FM qui estimaient qu'en effet, vous n'aviez pas été sanctionné, que votre émission avait été déplacée. Michel, mais c'est votre interprétation. Non. C'est pas une question d'interprétation. Michel, c'est très important ce qu'on est en train de se dire. On ne peut pas essayer de mettre nos déclarations au même titre que les mensonges de la direction. Je ne peux pas laisser passer ça. Je vous pose une question simple. Quand on reçoit un mail, juste 2h30 après la rencontre avec l'ambassadeur d'Israël, et que dans ce mail, il est expliqué que l'émission ne sera pas reconduite, vous appelez ça comment ? Une sanction, oui ou non ? Quand une émission est suspendue plusieurs semaines, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu faire une émission pendant plusieurs semaines, vous appelez ça comment, monsieur Michel ? Alors, vous avez raison. On va demander justement à Clément Velrenal. On va demander un regard extérieur. Un instant, peut-être une petite réaction à ce que vous venez d'entendre, Clément Velrenal. Mais j'imagine que ça ne vous étonne pas qu'il soit parfois dans des médias difficiles de parler d'Israël ?
Ah oui, ça sur la question d'Israël. Alors il y a d'abord un aspect, j'allais dire, je veux pas du tout dégonfler l'affaire, sinon banal, du moins tout à fait dans l'air du temps. Aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux auxquels on prête soit toutes les vertus, soit toutes les crimes qui mènent en tous les cas, la puissance. Voilà, la puissance des réseaux sociaux. C'est pas la première fois qu'on voit une rédaction en chef pliée devant les réseaux sociaux. Et je pense au dernier incident en date, qui est celui du Monde, où le dessinateur du Monde, pourtant plein de talent, avec un sacré coup de crayon, a été désavoué par sa rédaction pour un dessin de pingouin. Vous voyez où on en est. C'est tout à fait dans l'air du temps. Et lui aussi a fait sa valise et a claqué la porte et a quitté le Monde parce que le dessin avait été publié, avait été validé, mais brusquement, ça s'enflamme sur la planète Twitter, et alors là, il y a brusquement une rédaction en chef qui fait marche arrière et qui désavoue son dessinateur. C'est tout à fait dans l'air du temps. Et c'est l'air du temps, ça se rajoute aux questions que vous traitiez à l'époque des médias de masse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça rajoute, on peut dire, à la complexité d'évoquer notamment des questions sensibles, comme le conflit du Proche-Orient. C'est un degré supplémentaire, c'est une équation supplémentaire qui vient effectivement, c'est un paramètre supplémentaire qui vient complexifier l'équation. Alors, sur la question maintenant en particulier d'Israël, j'allais dire, je ne connais pas bien l'affaire. Je vous ai entendu, vos arguments paraissent convaincants, cohérents. Comme vous le dites, ils disent que c'était aux journalistes de faire l'émission, mais l'émission n'a toujours pas été faite. Donc, et puis, vous avez des mails, vous avez des documents. Je vais vous dire, j'ai une certaine tristesse quand j'entends votre affaire, parce que Beurre FM, pour moi, c'est une radio sympathique, plutôt pleine d'avenir, qui incarne effectivement le visage souriant, pour dire les choses très clairement, de l'immigration en France, de ce qu'on appelait autrefois l'immigration, des Français, précisément, des Français musulmans, arabes, que l'on appelle beurre, parce que c'est plus pratique, parce que c'est un mot... Voilà. Et cette histoire d'Israël me paraît être un vieux... de tabou sur Israël, me paraît être un vieux logiciel. Je pensais qu'on n'en était plus là. Je pensais justement que chez une majorité de Français arabes musulmans, de beurre, comme on les appelle, c'en était fini, ce vieux tabou, ce vieux non-dit à propos d'Israël. Je découvre. Alors justement, c'est là où il faudrait clarifier. Voilà, c'est ça. Clément Vérénal, juste un instant, redire que la direction de Beurre FM dit exactement ce que vous dites. Nous sommes toujours dans cet état d'esprit d'une immigration heureuse, joyeuse, qui tend la main, qui s'intéresse à Israël. Ce que je sais, c'est que chez de nombreux Français d'origine arabe et musulmane, la diabolisation d'Israël ne passe plus parce qu'il y a une curiosité, ce qui n'empêche pas la critique d'ailleurs. On peut critiquer une politique, on peut critiquer un gouvernement, mais j'avais tendance à penser que cette diabolisation d'Israël, c'était un peu un truc d'arrière-garde, une vieille bagarre. Alors, et je développerai tout à l'heure, mais si je pouvais rajouter quelque chose, c'est que j'en veux peut-être moins à Beurre FM qu'à une certaine presse, dont la grande presse n'est pas absente, qui depuis des années, depuis des mois, des années, voire des décennies, chauffe l'opinion publique à propos d'Israël, participe de cette diabolisation. Alors il est difficile d'être plus royaliste que le roi, et quand la grande presse, quand des grands journaux nationaux, des grandes agences de presse, pour ne pas les citer, participent quotidiennement à cette diffamation anti-israélienne, il ne faut pas s'étonner qu'après, quand il y a une vague de désinformation, les vaguelettes parviennent jusqu'au studio de Beurre FM. Vous écoutez Radio J, il est 21h23, nous sommes en direct, l'émission Enfants d'Abraham va continuer, nous sommes en compagnie de Malik Yetou, de Rose Améziane et de Clément Vérénal. On parle pour l'instant de cette affaire très intéressante, polémique, autour de la radio Beurre FM. Et je rappelle que nous avons invité, bien évidemment, aussi les dirigeants et les porte-paroles de Beurre FM qui ont décliné finalement l'invitation aujourd'hui. On va marquer une toute petite pause et on se retrouve dans ce débat déjà animé.
Les enfants d'Abraham, notre émission en direct de débat sans tabou, aborde cette semaine une question évidemment très difficile, qui n'est pas nouvelle, le traitement de la question de l'information au Proche-Orient, d'Israël notamment dans les médias, grands ou petits, sur les réseaux sociaux bien évidemment, avec cette affaire, donc cette polémique autour de Beurre FM, qui a donc sanctionné ces deux animateurs pour avoir voulu parler d'Israël et du Maroc, les deux animateurs qui sont là et qui affirment, et qu'ils le redisent, et qu'ils ont été sanctionnés pour le fait d'avoir justement abordé cette question d'Israël. Rose Améziane et Malik Yetou, Clément Velrenal qui est avec nous dans cette émission et qui connaît bien le traitement de l'information sur les médias notamment français sur la question d'Israël. Je repose encore une petite question. C'est toujours aussi difficile, justement Clément, d'évoquer Israël comme n'importe quel autre sujet, notamment dans les grandes rédactions? En tout cas, c'est difficile. On peut évoquer Israël, il ne faut pas non plus faire un tableau apocalyptique, mais il y a effectivement, dès qu'on touche à certaines questions, un certain malaise, pas mal de non-dits et un peu de tabou. Alors, c'est parfois, si on essaye de l'analyser de manière un peu objective, voire scientifique, si je peux dire, c'est parfois pour de bonnes raisons aussi. La question d'Israël, elle est tout sauf anodine, elle est incroyable. Je ne parle pas du conflit en lui-même. Si on l'aborde via un conflit militaire, c'est ce que les militaires appellent un micro-conflit. C'est certainement parmi tous les 200 conflits territoriaux qu'il y a à travers la planète, l'un des plus petits et l'un des moins meurtriers. Mais moi, j'ai une explication, c'est que, vous savez, les journalistes adorent l'expression galvaudée sans précédent. Ils vous disent toujours, toutes les semaines, on a un événement sans précédent, ce qui n'est pas vrai. Mais s'il y a bien un événement sans précédent, à l'échelle de l'histoire humaine, c'est que, quoi qu'on en pense, on peut même trouver ça scandaleux, c'est cette histoire de peuple juif qui revient dans son pays. Chercher sur 2000 ans, il n'y a pas d'autre exemple, c'est bien sans précédent. Et c'est un phénomène donc qui donne le vertige, qui donne qu'on a beaucoup de difficultés à appréhender, surtout à travers des grilles journalistiques qui veulent en fait des canevas bien carrés et bien simples à décoder. Donc ça, c'est la raison, j'allais dire, bonne. C'est un événement, la thématique d'Israël, ça touche aux racines de la civilisation occidentale, c'est pas simple. Mais d'un autre côté, vous avez effectivement, et je pourrais vous citer quelques exemples sur lesquels j'ai un peu creusé, qui montrent que encore aujourd'hui, 20 ans après la seconde intifada, et malgré les problèmes que la société française connaît par rapport à l'islamisme, eh bien effectivement, on assiste encore quotidiennement à une diabolisation d'Israël, pas systématique, mais ponctuelle, notamment dans les grands médias. Alors nous, Clément Velrenal, nous parlons d'une question un peu fil bleu et blanc et rouge, en quelque sorte, depuis ce début d'émission. C'est la question que nous posons en sondage. Le traitement de l'information sur Israël dans les médias français est-il équitable? Pour l'instant, vous êtes une large majorité à estimer que non, ce n'est pas équitable. C'est un débat, hélas, qui revient assez régulièrement sur nos ondes. On parle de nos confrères de Beurre FM, on parle des médias en général. Il y a bien sûr, d'autres cas d'école qui sont intéressants à analyser. Peut-être un petit mot d'histoire, puisque vous êtes des jeunes animateurs journalistes, et qu'il y a eu un précédent... Ça va pas être contente, la direction. Il y a eu un précédent historique assez terrible, c'est ce qu'on a appelé l'affaire Al-Doura, Mohamed Al-Doura, et le rôle qu'a pu jouer notamment la presse internationale et la presse française en particulier dans cette affaire. En septembre 2000, au carrefour de Netzarim, Israël était accusé d'avoir assassiné de sang-froid un enfant palestinien, Mohamed Al-Doura. C'est une affaire qui a eu des retentissements énormes au plan international. On se souvient que le journaliste juif américain Daniel Pearl avait été assassiné justement derrière une photo qui rappelait cette affaire historique Al-Doura. Et pourtant, l'information aujourd'hui est connue. Il ne s'agissait pas d'un assassinat commis par Israël. Est-ce que vous, Rose Améziane, vous avez connaissance déjà de cette affaire et de l'importance que ça a eu au plan international ? Oui,
j'étais un petit peu plus jeune et un petit peu moins fan d'actualité et de politique, mais il y a le poids de l'émotion. Et c'est vrai que c'est très compliqué lorsqu'on traite une actualité. Moi, ça me rappelle aussi ce jeune enfant migrant qu'on avait retrouvé sur les côtes turques également, dont la photo avait fait le tour de la planète. Je crois véritablement qu'il y a parfois des photos, des images ou des histoires qui sont plus symboliques, plus chargées émotionnellement et qui font le tour de la planète plus que d'autres. Parce que en réalité, c'est que des enfants qui meurent dans leur périple migratoire, il y en a plein, mais que parfois, il n'y a pas d'images. À l'époque, une campagne donc terriblement antisémite. C'est ça. Par contre, effectivement, autant on peut comprendre l'émotion à l'égard de cette personne qui décède, autant, effectivement, il y a parfois une vue partielle lorsqu'il s'agit de certains pays. Moi, je crois clairement, par exemple, sur le cas qui nous concerne, qu'on cède assez facilement parce qu'on n'a pas envie d'être rattaché ou à Israël. Le mail de la directrice dit clairement tu as mêlé Beurre FM à Israël. Le verbe mêler, il est assez intéressant parce que ça voudrait dire que ce serait quelque chose de mal presque. De la même manière qu'on a été retweeté, la photo à l'ambassade a été retweetée par Christophe Frotte, qui est animateur vedette sur Radio France Maghreb, aussi une radio communautaire, et qui a retweeté en fait notre visite à l'ambassade. Les masques tombent avec un smiley. Et lorsqu'on regarde en fait le fil d'actualité de son Twitter, il explique que c'est un accord de la honte, que les Marocains devraient aller se cacher. Et donc je crois que véritablement il y a un traitement beaucoup plus politique qu'on ne le croit dans ces radios communautaires, qui a effectivement une hostilité à l'égard d'Israël et qu'on a la volonté ou de ne pas traiter, comme l'a fait Beurre FM, voire même de vilipender Israël et en n'ayant pas un traitement serein et équitable de l'information. Alors c'est vrai qu'on parle de ce sujet d'importance, c'est le moins qu'on puisse dire aujourd'hui sur notre antenne Enfants d'Abraham, le traitement de l'information et surtout les répercussions, la force que peuvent avoir des images, des reportages sur la situation et le passage à l'acte aussi parfois de ceux qui, dénonçant Israël, alimentent et arme le bras des agresseurs antisémites. Je le disais en introduction. Malik Yetou, vous deux, vous connaissez bien les quartiers, notamment, pas seulement populaires, les quartiers, la montée de cet antisémitisme populaire, il faut bien le dire, qui est souvent matiné de revendications islamistes ou pro-palestiniennes. Est-ce que c'est votre mésaventure qui vous a fait découvrir ce problème ? Alors, non, c'est-à-dire qu'il faut essayer de distinguer plusieurs sujets. Le premier, c'est la tension qu'on a eue avec la direction et la sanction qu'on a eue parce qu'on a simplement rencontré l'ambassadeur d'Israël. Ça, c'est un sujet particulier à la direction et je ne veux pas... Ça, on a bien compris. Voilà, et je ne veux pas, non mais je le dis très clairement ici, je ne veux pas qu'on dise que les auditeurs et les auditrices de Beurre FM sont des antisémites. C'est pas le sujet. D'accord ? De la même manière qu'on ne jette pas l'anathème sur les salariés de Beurre FM, où vous avez des gens de qualité, et ce serait très injuste de venir dire que c'est une radio antisémite. Non, je crois véritablement qu'on a une présidente et quelques éléments dans la direction qui ont des agissements terribles. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses. Vous voyez, on essaye de compartimenter un petit peu les déclarations des uns et des autres. Ensuite, quand on parle de la communauté musulmane, c'est pas le sujet de la communauté musulmane, là, ce qui se passe. Ce qui vient d'arriver, c'est une minorité agissante qui met pression, qui sont organisées, c'est leur habitude de travailler comme ça. Une minorité agissante. Mais est-ce que ça vous a fait prendre conscience de la question de l'antisémitisme populaire, etc. Alors, vous savez, je vais vous dire une chose, je vais vous parler peut-être de ma vie privée, mais moi j'ai eu un ami qui était à l'Hypercacher. Je l'avais en contact au téléphone quand il était dans la chambre froide. D'accord, quand le terroriste Hamedi Koulibaly était à l'étage du dessus et qui rafalait sur tout ce qui bouge. Et je l'avais au téléphone jusqu'au moment de la libération. J'étais sur le rond-point de l'Hypercacher. J'étais avec la BRI avant juste leur intervention. Je ne savais pas si j'allais le retrouver vivant. Aujourd'hui, je parle de lui, il y a eu le procès. Il vit en Israël, il a fait son alia. Donc vous voyez, moi je vais vous dire une chose. L'antisémitisme, pour moi, c'est pas un sujet de comptoir. Je sais ce que ça peut faire. Je connais les dégâts de l'antisémitisme. Il y a un antisémitisme qui est ambiant, comme ça, un antisémitisme de langage, comment dire, d'exemple, ce que certains appellent de structurel. Et puis il y a un antisémitisme de l'acte. Si on combat pas déjà la source,
juste ces petits agissements que vous considérez petits agissements qui ne sont pas des petits agissements. Vous parlez de votre affaire. Exactement. Qui sont des agissements très graves. Si à la source même, on ne combat pas cet antisémitisme-là, alors vous ouvrez d'autres portes. Et nous, en vérité, ce qu'on fait Rose et moi, c'est qu'on prend des risques à dénoncer ça. Mais on ne devrait pas prendre de risques à dénoncer ça. Moi, vous savez, j'ai toujours entendu plus jamais. Mais le plus jamais, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on devrait être d'accord avec nous. Si vous aviez quelques doutes que ce soit sur nos déclarations, on a tous les éléments pour vous prouver qu'on peut, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous l'avez vu le mail. On a vu le mail, bien sûr, en direct dans cette émission Enfants d'Abraham, où vous apportez cette information. Évidemment, elle peut être interprétée un peu différemment. Et je répète une fois de plus, précaution, bien sûr, de langage, mais c'est normal parce que nous avons l'habitude de débats contradictoires et aujourd'hui, le contradicteur n'est pas présent, faute. Alors n'ayez pas faute de l'avoir. Alors n'ayez pas cette pudeur de gazelle, si je puis dire. Il faut dire les choses telles que vous les avez vues. Vous avez vu qu'il y a ce mail. Vous avez vu qu'il y a bien eu une suspension d'émission parce que derrière il n'y a pas eu d'émission, qu'on a repris une émission. Alors vous avez été sanctionné. Maintenant l'interprétation, c'est vous qui l'a donnée, évidemment, sur le fait que c'était lié à Israël, à l'antisémitisme, à l'antisionisme. Je crois qu'on peut le dire. C'est ça que vous voulez dire, Rosa Méziane ? C'est clairement lié. Quand le mail a pour objet tweet ambassade et qu'on explique clairement en bon français qu'on a mêlé la radio à Israël et que c'est inadmissible et qu'on est suspendu pour ça, effectivement, moi j'appelle ça une sanction pour une discrimination à l'égard d'une nation ou une sanction clairement pour des questions d'antisémitisme. Mais sur votre question, parce que vous sembliez croire que nous découvrions ces éléments, nous on ne fait pas d'amalgame et l'idée n'est pas ici de dire que les Français de confession musulmane seraient par essence, par nature... Ce n'est pas ma question non plus. Mais je le précise, si jamais des auditeurs auraient le doute. On a eu beaucoup de soutien. On a effectivement eu beaucoup de soutien sur ces questions-là. Mais nous, on travaille ces questions-là depuis un petit moment. On a participé à un groupe de travail où on a emmené énormément de jeunes des quartiers populaires pour visiter le camp de travail d'Aix-les-Mines, parce qu'il est nécessaire de raconter cette histoire de la même manière que j'anime un cours sur la déconstruction des préjugés et notamment sur la question de l'antisémitisme et de la Shoah avec des jeunes étudiants. Et je suis toujours assez stupéfaite d'un certain nombre d'éléments qui sont dits par une jeunesse, parfois aussi Donc vous ne découvrez pas le sujet, bien évidemment. Non, c'est clair. C'est pour ça qu'on combat avec force. Enfants d'Abraham, on est en compagnie aussi de Clément Velrenal. Alors, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai évoqué un épisode historique qui était celui de l'affaire Al-Doura, qui a fait couler tant d'encre, mais aussi tant de sang au plan international. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, vous qui êtes un observateur, des histoires qui vous ont interpellé de la façon dont on traite l'actualité israélienne? Alors en ce moment, c'est vrai qu'Israël a un peu le vent en poupe avec le Covid, la vaccination, il est en tête, mais en même temps, il y a le revers de la médaille. Par exemple, on a accusé l'État d'Israël d'empêcher les Palestiniens d'être vaccinés. Donc on est toujours dans cette, on peut dire, cette dialectique assez particulière des médias français. Pas seulement, mais des médias français. Je vais vous citer un exemple. Il y a eu d'ailleurs, je cite la source, une remarquable enquête qui a été publiée sur le site Info Équitable. Savez-vous qu'il existe à Bruxelles une fédération internationale des journalistes, qui est la plus grosse organisation internationale de journalistes, qui regroupe, je crois, des journalistes de plusieurs centaines de pays. Or, les journalistes israéliens en sont exclus. Il y a là aussi un boycott. Alors, une fois de plus, il y a un prétexte. La Fédération internationale dit qu'ils ne sont pas à jour de leur cotisation. Quand vous demandez aux journalistes israéliens pourquoi ils n'y sont pas, ils disent non, c'est parce que nous étions victimes d'un ostracisme permanent de cette Fédération internationale des journalistes qui regroupe notamment de nombreux syndicats de journalistes français. Et on voit à quel point, pour certains, eh bien, effectivement, le syndicalisme chez les journalistes n'est pas un outil pour défendre les intérêts salariaux ou les conditions de travail de la profession, mais pour peser sur l'éditorial. Et quand vous creusez un peu pour savoir qu'est-ce que c'est que cette Fédération internationale des journalistes, vous découvrez qu'à deux reprises, je dis bien à deux reprises, en 2015 et 2018, savez-vous où cette fédération a tenu son congrès ? À Ramallah.
elle a été accueillie par l'autorité palestinienne, sans doute des gens pleins de bonne volonté, mais enfin qui ne sont pas encore très bien classés sur l'échelle du classement de la liberté de la presse à travers le monde. Alors, ils ont tenu un congrès qui a été une sorte de grand happening anti-israélien. Et à l'issue de ce congrès, ils ont reçu le premier ministre palestinien de l'époque et ils lui ont décerné, tenez-vous bien, une carte de presse honorifique. Mais c'est une histoire complètement dingue. Allez voir sur le site Info Équitable, l'histoire est racontée, documents à l'appui, photos à l'appui, et ça illustre effectivement comment il y a des relais médiatiques, un certain nombre d'institutions, effectivement, qui participent à cette diabolisation d'Israël. Vous voulez un autre exemple très rapide? Allez. Prenez l'agence France-Presse, l'une des 3 grandes agences mondiales. Il y a eu une étude linguistique assez poussée qui s'est aperçue que chaque fois que l'armée française tue un djihadiste au Mali, l'agence France-Presse indique que ce djihadiste a été neutralisé. Mais quand c'est Tsahal qui tue un membre du Hamas, on nous dit, l'agence France-Presse indique, ce djihadiste a été assassiné. Vous voyez, dans un cas, le combattant djihadiste est neutralisé. Dans l'autre cas, il est assassiné. Voilà encore un exemple d'un déséquilibre. Ça a un côté grotesque. C'est une forme un peu... C'est grotesque. C'est une désinformation un peu névrotique. Névrotique, indéfinie et interminable, c'est moins qu'on puisse dire. Nous sommes sur Radio J, radioj.fr, Radio J 94.8. C'est notre émission en direct de débat sans tabou, Enfants d'Abraham aujourd'hui, qui reçoit Rosa Améziane, Maliki Etou et Clément Velrenal. On marque juste une petite pause et on va se retrouver pour parler des combats pour la paix et quel rôle justement de nos médias. Radio J incontournable aussi, média de la communauté, radio bien sûr historique de la communauté juive, la radio qui aime le débat, qui reçoit des débats dans la contradiction et qui parle bien sûr de cette question fondamentale de comment lutter contre la haine, comment lutter contre le racisme, l'antisémitisme, l'antisionisme. L'un de nos invités disait qu'il ne faisait pas la différence d'ailleurs Maliki Etou entre l'antisionisme et l'antisémitisme. C'est intéressant. On va justement aborder la question des combats pour la paix. Quel rôle pour les médias? Et d'abord, commençons par le commencement, puisque vous avez été, semble-t-il, sanctionné pour avoir voulu évoquer, mettre en avant et parler des fameux accords d'Abraham, et avec la dimension Israël-Maroc. En un mot, Rose Améziane, les accords d'Abraham, c'est quelque chose d'extraordinaire ou de banal, puisque les médias, apparemment, n'ont pas toujours bien couvert de cette affaire? C'est pas semble-t-il, on a été sanctionné pour ça. Je précise, parce que je suis désolé. Je suis désolé d'insister là-dessus, parce que si vous laissez sous-entendre que c'est peut-être, c'est que ce qu'on est en train de vous raconter depuis tout à l'heure est faux, alors que vous avez vu tous les éléments sur cette question. Je suis obligé de vous le dire. Alors, je partage les propos de Maliki Etou. Effectivement, oui. On a été sanctionné parce que, visiblement, ça gênait quelque part de donner une couverture médiatique à un accord qui est un accord diplomatique, mais qu'on peut quasiment appeler accord de paix, parce qu'on sent bien quand même que c'est une première marche à une nouvelle avancée entre pays musulmans et Israël. Et d'ailleurs, je crois savoir que le roi du Maroc se rend prochainement en Palestine. Donc on sent qu'il y a effectivement des lignes qui bougent, qu'aujourd'hui le paradigme qui nécessiterait, enfin qui en tout cas qui dirait que on doit forcément être pro-palestinien ou pour la cause palestinienne, mais bien évidemment qu'à partir du moment où on a un peuple qui souffre, on s'y intéresse, mais on ne peut pas avoir une vision binaire où il y aurait des méchants et des gentils. Il y a une histoire, effectivement, de la création d'un pays. Il y a un certain nombre d'éléments politiques où on a parfois une colonisation, des choses qui sont qui ont pas, des accords qui n'ont pas été respectés. Certes, parlons-en, ne fuyons pas le débat, mais là on a une nouveauté. Israël qui décide de normaliser ses relations avec les Émirats Arabes Unis, maintenant avec le Maroc, peut-être prochainement avec la Tunisie. Les choses changent, les lignes bougent, et bien évidemment que tous les enfants d'Abraham sont curieux de savoir
qu'est-ce que c'est, enfin, est-ce que c'est annonciateur d'une paix prochaine au Moyen-Orient ? Je pense que c'est un sujet qu'on doit aborder et les auditeurs doivent pouvoir avoir une lecture de ce qui est en train de se passer. C'est pas bon ou mauvais, c'est important et je crois que en tout cas Malik Etou et moi-même on est pour que des éléments avancent. Clément Veyrenal. Non, je voulais vous poser une question pour essayer de décrypter cet incident peut-être d'une manière plus terre à terre, l'incident de Radio Beurre FM. Est-ce que vous ne pensez pas que cette réaction donc excessive de Beurre FM ne serait pas en fait la manifestation du mécontentement d'un courant pro-algérien au sein donc d'une radio qui a des courants multiples, parce qu'on sait que ces accords d'Abraham entre le Maroc et Israël ont ulcéré les Algériens, puisque l'une des contreparties de l'accord, c'était le Sahara, l'ex-Sahara espagnol, qui serait légitimé, dont la souveraineté marocaine serait légitimée. Et alors, est-ce que... Oui, ça voudrait dire, Clément Veyrenal, pas forcément non, ce que je veux dire, que Beurre FM prendrait quoi, la position de l'Algérie ? J'essayais au contraire, oui, peut-être, même en dépassionnant, en essayant de trouver une explication plus prosaïque. Ce ne serait pas tant une diabolisation d'Israël que, comme dans tout groupe, dans toute collectivité, il y a plusieurs courants. Je vais vous dire. Alors, Malik Etou. Je ne pense pas qu'il soit aussi technique que vous l'êtes sur le sujet, je vous le dis très franchement. Je ne pense pas qu'il soit rentré dans un truc totalement géopolitique. Il ne parle pas de l'Algérie, le mail parle d'Israël. Voilà, totalement géopolitique sur ces questions-là. Vous voyez, je vais vous dire une chose. Moi, mes parents sont d'originaire d'Algérie, jusqu'à preuve du contraire. Israël n'est jamais rentré en guerre avec l'Algérie et vice-versa. Ils ont des gros conflits. Ils ont évidemment. Enfin, il y a eu quand même. Je crois que il y a eu la guerre en 67. Je crois qu'officiellement, des troupes algériennes sont rentrées dans le conflit. Je crois qu'officiellement, l'Algérie se considère encore officiellement comme en état de guerre avec Israël. Oui, et déjà intervenu militairement. Vous voyez, vous avez des informations que j'ai même pas. Alors, comme ça, au moins, sur le coup, vous n'avez pas affaire à un spécialiste, vous avez affaire à quelqu'un qui juste voulait simplement traiter de l'actualité. Pour nous, on va pas rentrer sur un plan trop technique parce que sinon, ça perdrait tout le monde et on se dirait, mais alors, attendez, c'est une ingérence d'un autre pays étranger, tout ça. C'est pas le sujet. Moi, je vais vous dire très franchement ce qui s'est passé. C'est qu'on a des gens sur les réseaux sociaux, c'est franco-français ce qui se passe. Ça n'a rien à voir avec les pays étrangers. C'est une pression d'une certaine minorité sur des réseaux sociaux qui essayent d'influer sur le débat. Ça arrive tous les jours. Ça arrive à des municipalités, ça arrive à des chaînes d'information, ça arrive à des journalistes, ça arrive à des enseignants, ça arrive tous les jours. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est céder. C'est-à-dire que j'aurais aimé une chose. D'une part, que tous les animateurs qui sont partis se présenter ou répondre à toutes les questions disent « Mais non, mais en fait, nous, on va soutenir ces deux animateurs parce qu'ils disent la vérité, parce qu'ils ont des éléments, c'est documenté, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et il faut les soutenir pour la vérité. Vous dites que vous n'êtes pas assez soutenu aujourd'hui, Malik Etou. C'est David contre Goliath. Vous vous rendez compte quand même que... La difficulté, c'est qu'on a certaines personnes qui nous ont soutenus en off, mais qui sont pétrifiées à l'idée de s'afficher, et on leur a très clairement fait comprendre qu'ils allaient prendre la porte s'ils prenaient position. Ça, c'est la première chose. Et la seconde, moi, ça va être très simple. On va communiquer prochainement les différents éléments. Puis on va demander que les gens se positionnent directement et que cet Adil Farkan puisse démissionner puisqu'il affirme qu'il n'y a jamais eu sanction, il affirme qu'il est en préparation. C'est un journaliste qui est intervenu au nom Exactement. de... Eh bien, Vanessa, pareil. On va Vanessa également qui passe ce soir. Mais j'aimerais que ces deux animateurs aient l'honnêteté intellectuelle puisqu'ils vont avoir accès aux éléments de preuve, et qu'ils puissent démissionner puisqu'on leur aura prouvé qu'effectivement la radio, leur employeur, a mal agi. On a bien compris en tous les cas les termes du débat, du conflit, de la polémique qui est extrêmement difficile. Pour revenir juste sur Israël. Juste un mot sur Israël, puisqu'on aurait, dans le cadre de cette émission, beaucoup de questions à vous poser au plan de l'actualité, puisque vous êtes aussi des militants associatifs, des militants politiques au sens large du terme, c'est-à-dire que vous vous engagez sur un certain nombre de sujets. J'aurais aimé vous entendre, bien sûr, sur ces questions qui nous concernent aujourd'hui de l'actualité, la loi notamment sur le renforcement des principes républicains qui est étudiée à l'Assemblée en ce moment. On a participé à un amendement, il faut le dire. Vous avez participé à l'amendement, voilà, vous le dites. On a participé à un amendement avec Coraline Dubosc, on a travaillé sur les questions de laïcité. Rose et moi, on est, alors Rose est la présidente, je suis le vice-président, on travaille avec notre association, on travaille avec l'Observatoire de la laïcité. Donc on a formé plus de 400 jeunes sur des questions de laïcité, ça n'avait jamais été fait. D'accord ? On a ramené des jeunes des territoires et on a parlé avec... Alors, il y avait Latifa Benzetten qui était présente, Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, des députés. On a fait venir 400 jeunes de ces territoires, on a parlé de questions de laïcité. On traite tous les sujets.
D'accord. Vous traitez tous les sujets, on a bien compris. Et il y a dans l'actualité, c'est intéressant de vous entendre aussi, une déclaration importante de la Conférence des évêques qui a invité les catholiques à rejoindre ceux qui, je cite, ne mesurent pas le grand danger que représente l'antisémitisme pour la société tout entière. Ça rappelait même l'appel en 1942 de Monseigneur Saliège de Toulouse. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une sorte de déclaration comme ça, selon vous, de l'islam français? Mais je pense de tous, déjà. Il faut rappeler quand même que des gens sont morts dans ce pays parce qu'ils étaient juifs. Mais que ce soit sur des faits divers comme Myriam Knoll ou Ilan Halimi, dont c'était les ans d'anniversaire, je n'aime pas ce mot-là parce que ça n'a rien d'anniversaire, mais les 15 ans effectivement, mais de la même manière que le périple meurtrier de Mohamed Merah est juste abject. Donc bien évidemment qu'il faut qu'il y ait une levée de bouclier dès qu'il y ait le moindre commencement d'un antisémitisme. Vous savez, combattre les antisémites notoires, c'est assez facile. Ils portent la haine sur leur visage, ils déversent leurs arguments et on les contredit assez facilement, que ce soit dans les médias ou ailleurs. En revanche, l'antisémitisme qui est masqué, celui qui ne dit pas son nom, celui qui se cache, celui qui montre un visage très sympathique lorsque on mange du couscous ensemble ou lorsqu'on chante à la bina ensemble, mais que par contre en coulisses on décide de censurer, de ne pas donner la parole à Israël. Il est là le danger, le plus cruel. Rose Améziane, on vous entend, c'est extrêmement clair, c'est très net. Est-ce que je peux vous poser quand même la question? Bien sûr. Mais vous la connaissez, certains commentateurs vous ont reproché votre intervention dans une soirée de collecte pour une mosquée apparemment très proche des salafistes, à Mitry. Maury, est-ce que c'était une erreur de votre part? Mais encore une fois, et c'est vrai, vous semblez très imprécis sur les faits, parce que j'ai eu à m'en expliquer. Je ne sais pas si vous avez lu mon droit de réponse auprès de Valeurs Actuelles, puisque Valeurs Actuelles s'est fait le relais de cette affaire, où il a été démonté point par point, en fait, les pseudo-alliances qu'on a voulu faire d'une association avec des liens avec l'étranger. C'est-à-dire que vous ne saviez pas que c'était une association sulfureuse. Alors, non seulement on va recommencer. Ouais. Non seulement l'association n'était pas sulfureuse, c'est la première chose, mais en plus, je ne la connaissais pas. On m'a convié dans un cadre médiatique il y a plus de 3 ans où j'ai été convié. J'étais à la table avec un rabbin, et il faudra me dire quelle association salafiste se retrouve avec un rabbin, avec un prêtre, avec des élus de la République. Donc, moi, je suis désolée, mais encore une fois, il est très facile de monter les affaires. Je suis très étonné par la question, parce que vous prenez une orientation sur la question. Exactement. Et quand il s'agit de parler de Beurre FM, vous mettez alors toutes les précautions nécessaires et là vous prenez je vais continuer à répondre parce que c'est très dangereux ce que vous êtes en train de faire et je préfère être très clair pour les auditeurs qui nous attendent. Ça s'appelle une question. Hein. Oui, vous pouvez juste me répondre à la question. Le débat n'est pas verrouillé à Radio J. Et ça va être rentrer dans l'art. On aurait pu nous reprocher de ne pas poser cette question. Que la question n'est pas bonne. Si je peux me permettre, vous avez l'occasion de parler très directement. Merci. Je suis très franche. Rose Améziane. Et je vais vous y répondre. Donc effectivement, il n'y a pas le moindre commencement d'une association salafiste, ça c'est la première chose. Ou alors, il va falloir inviter le rabbin, le prêtre et les élus qui étaient présents ici et qui nous expliquent qu'est-ce qu'ils faisaient avec une association salafiste. On a bien entendu votre réponse. Non, la seconde chose. On ne peut pas poser une question comme ça et pas laisser terminer. C'est parce que là, on porte des accusations assez graves. La seconde chose, on ne peut pas constamment expliquer aux Français de confession musulmane de s'organiser sur leur culte. On peut pas refuser, et moi j'en fais partie, refuser de l'ingérence étrangère, notamment à travers le culte, et reprocher à un moment donné, quand des Français de confession musulmane réalisent un gala avec des femmes qui étaient en robe de soirée, leur expliquer, non, vous êtes forcément liés de près ou de loin au salafisme. Ça c'est le danger. On a bien compris, franchement, Rose Améziane. Mais c'est important. On a bien compris, je vous ai posé la question, vous y avez répondu très directement. Vous avez d'ailleurs répondu à toutes nos questions très directement. Clément, juste un commentaire sur ce débat, évidemment, qui est enlevé, mais ça fait partie du folklore, on peut dire. Eh bien, je vous dis simplement, je soutiens Rose aujourd'hui au nom de la laïcité. Laïcité, que de crimes commettons en ton nom. Eh bien,
franchement, oui, c'est très bien que une journaliste ou une animatrice comme Rose puisse assister à un dîner de gala pour collecter des fonds pour une mosquée. Il faut redescendre sur terre, si j'ose dire. Voilà. Et moi qui vais à la synagogue tous les jours, je trouve ça très bien. Voilà, bravo aussi pour aller à la synagogue ou la mosquée si c'est cela. On arrive presque à notre question fatidique de la fin de ce débat qui a été enlevé, qui a été chargé, qui a été enthousiaste. Ça sera pas une question trop méchante, c'est plus une question que nous posons maintenant de façon traditionnelle. Eh bien, puisqu'on vous entend depuis tout à l'heure parler de tous ces sujets d'engagement politique au sens noble du terme, associatif, combat pour la paix contre l'antisémitisme et le racisme, ma question sera qu'est-ce que ça représente d'être, pour vous, une enfant d'Abraham ? C'est une vaste question. Je crois que je vais te laisser répondre, Brahim. Ouais, parce que tout ce qui est politique, c'est moi qui gère. Non, sur la question d'être un enfant d'Abraham, il est vrai qu'on a tous une spiritualité. On est très attaché à ça. Moi, j'ai grandi avec beaucoup de fraternité, d'échanges. Je vous ai dit que j'ai grandi avec... ma mère s'appelle Boisize, vous voyez ? C'est-à-dire que si je suis amené demain à remonter un peu dans... Vous voulez dire que vous êtes d'origine juive. Vous êtes juif, Salomon. Ouais, je suis persuadé que si je retourne un petit peu dans mon histoire, ce sont des gens qui sont venus, qui ont peut-être converti mes parents, mes ex-parents, vous voyez ce que je veux dire. Donc non, on a tous une tradition. Être enfant d'Abraham à nos yeux, c'est participer à partager les mêmes valeurs de paix et d'humanité. Et ça, pour nous, c'est très important. C'est pour ça qu'en tant que comme vous dites, enfant d'Abraham, nous défendons tous les enfants d'Abraham. Vous voyez, on ne tourne pas le regard quand il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que j'espère que demain, quand il y aura d'autres soucis, d'autres problèmes de ce genre, les gens dénonceront avec la même force et la même détermination. C'est ça la réalité. Vous ajoutez, Rose ? Je crois presque qu'être enfant d'Abraham, c'est presque au-delà de toute forme de spiritualité, c'est presque le berceau de la civilisation au final, et qu'on soit aujourd'hui croyant ou athée, on est tous des enfants d'Abraham, et je crois qu'il faut retourner à l'essentiel, l'humanité. Réellement. Et aujourd'hui, on manque, dans notre société actuelle, cruellement d'humanité. Donc je pense que être enfant d'Abraham, c'est être avant tout fraternel et humain. Eh bien, ça nous fait plaisir de vous entendre, de vous avoir reçu aussi, même si parfois les questions vous ont un peu pas du tout. piqué, mais vous avez pu répondre très précisément, avec beaucoup, on peut dire, de conviction. Je ne sais pas si je pose la question en un mot, pour une deuxième fois, à Clément Velrenal, qui a déjà été notre invité dans cette émission Enfant d'Abraham. Vous m'aviez déjà posé J'ai pas changé d'avis, mais je vais vous le dire d'une autre façon. Enfant d'Abraham, c'est déjà savoir prendre toute la dimension d'un texte. Vous parliez de paix, mais qui, en fait, reconnaît aux trois traditions une égale dignité, tout en étant très lucide sur la conflictualité que cela suppose. Et être enfant d'Abraham aujourd'hui, c'est toujours privilégier le savoir, privilégier le dialogue, qui peut être un dialogue conflictuel et assez vif, et surtout, puisque ça remonte à très loin, pour moi, être enfant d'Abraham, c'est savoir s'inscrire précisément dans la durée et ne pas céder aux modes, surtout quand ce sont de vilaines modes. Eh bien, on va terminer cette émission par de la musique, on pourrait dire judéo-arabe, d'un artiste tout à fait extraordinaire qui nous a quittés il y a quelques années, Salim Alali, qui portait à la fois un nom arabe et qui était juif, qui a été une des stars internationales et qui chante cette merveilleuse chanson « Je suis d'un pays et d'une race étrange », Avner.